Bonjour et merci déjà pour votre accueil à l'Université de Poitiers. Donc, je suis doctorant en sociolinguistique à Paris Diderot, en troisième année précisément, et ma thèse porte sur la sensibilisation à l'autisme dans toute sa complexité parce que c'est un discours qui invite à se poser plusieurs questions comme le rapport individu-groupe dans les expressions nominales, personne autiste, personne avec autisme, personne porteuse d'un trouble du spectre autistique ou personne TSA pour les intimes, ou encore personne du spectre autistique pour nommer le spectre mais pas parler de trouble. J'y ai trouvé dans ce discours une diversité lexicale particulièrement forte, sans doute plus forte que tout autre discours dans le champ du handicap, comme les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles 10, le trouble de l'attention ou encore le syndrome Gilles de la Tourette par exemple. Ça interroge également le but et même l'effet de cette créativité lexicale en la matière. Il n'y a pas que les expressions pour nommer les personnes, difficulté de communication ou difficulté à communiquer, selon qu'il s'agisse d'une fonction altérée par une déficience de la personne ou des obstacles que la personne perçoit elle-même dans son environnement. C'est ce qui fait, à juste titre, l'opposition entre le modèle médical, d'où la déficience, et le modèle social du handicap, d'où les obstacles créés par l'environnement. Et mon corpus, pour ma thèse, porte sur des textes journalistiques, des textes scientifiques et des textes institutionnels. En tout, 1 200 000 mots, soit 400 000 mots par genre. Mais aujourd'hui, pour ce colloque, j'ai décidé de quitter mon corpus qui est unilingue français de France pour parler plutôt de la problématique de l'interprétation plus textuelle, à savoir le lexique propre au sujet entouré du cotexte qui est porteur de connotations. J'ai mis quelques exemples dans mon PowerPoint, vous pourrez le voir par vous-même. Déjà, un petit arrière-plan théorique, je parlais des modèles médical et social du handicap. L'autisme, j'ai résumé la définition telle qu'elle apparaît dans la dernière définition en date, à savoir le DSM-5, publié en 2013 en langue anglaise et traduit en français en 2016. Donc, interaction sociale, communication, comportement restreint et répétitif, c'est avant tout comme ça que l'autisme est défini au grand public, c'est-à-dire en tant que trouble, en tant que difficulté vécue par la personne et perçue par l'entourage. Et, et il faut beaucoup sonder le terrain pour parler de capacité pour en quelque sorte combler un vide dans l'existence de la personne elle-même. On parle de trouble du spectre de l'autisme, c'est la dernière dénomination pour Autism Spectrum Disorder, parce que l'autisme, c'est un spectre fait de profils divers et variés. Deux personnes autistes n'ont pas le même vécu en termes de difficulté à communiquer ou leur hypersensibilité au bruit, à la lumière, enfin tout ça. À titre d'exemple, l'une peut avoir une forte hypersensibilité visuelle et auditive, mais ne pas avoir de mal à parler aux gens. Une autre peut avoir une timidité sociale plus ou moins maladive et ne pas avoir de problème avec les bruits et les lumières, pour le résumer comme ça, de manière à ce que ça parle. Et puis, concernant le modèle social, un bref historique de la défense des droits des personnes autistes qui est relativement connu en France comparé aux États-Unis, pays qui en est quelque sorte précurseur. Je devrais même dire plutôt les pays anglo-saxons en général, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Canada. Donc c'est dans les années 60 qu'un certain mouvement pour la vie autonome s'est mis en place avec l'idée de promouvoir la capacité des personnes autistes, entre autres, à progresser dans leur existence, à devenir petit à petit autonomes, histoire de vivre
en toute indépendance, avoir un travail, avoir son propre logement, avoir même une vie sociale sans doute. Donc c'est ensuite dans les années 80-90 que plus spécifiquement le mouvement pour les droits des personnes autistes s'est mis en place avec la création de collectifs. Et c'est plutôt dans les années 90 que la France s'est alignée avec les pays anglo-saxons dans cette optique-là. Plus spécifiquement, il y a un tout nouveau concept dans la vie autonome et dans l'entraide qui s'appelle la peer-émulation, pour l'anglais peer support ou peer counseling, que je vous expliquerai plus en détail, définition à l'appui. En 1996, l'autisme est reconnu officiellement comme un handicap par la politique française, avant uniquement reconnu comme une pathologie, comme un trouble. Et justement, la question est de savoir, par la suite dans mon doctorat, si l'on parle plus de trouble ou de handicap dans les textes que j'étudie. Bien entendu, la loi de 2005 pour l'égalité des chances et des droits, la participation sociale ne manque pas d'être citée à bien des égards. Et l'autisme est reconnu comme grande cause nationale en 2012. D'ailleurs, je précise que mon corpus autour de l'autisme, pour ma thèse, l'analyse n'est pas au point, c'est pour ça que j'en parle pas en détail, commence à 2012 puisque ça suppose une communication beaucoup plus active, dirais-je. Enfin bref. Donc je disais peer counseling pour la peer-émulation. De toute façon, je ferai en sorte que le PowerPoint soit envoyé, donc vous pourrez le lire chez vous à tête reposée. Et le militantisme qui est une remise en cause de l'action des professionnels qui n'est pas forcément centrée sur le ressenti des personnes elles-mêmes, qui se veulent acteurs et actrices de leur propre vie. D'où justement la peer-émulation, la neurodiversité, concept que je vais également vous présenter, et bien d'autres choses encore. Donc j'ai commencé à entreprendre une traduction des termes, parce que à l'origine je suis traducteur et je travaille pour ma thèse sur un corpus unilingue, et pour parler d'interprétation, j'ai pensé que pour ce colloque ce serait plus utile. Donc je disais peer-émulation pour peer counseling dans peer counseling, puisque c'est ce mot anglais qui a été cité plutôt que peer support. Cela suppose justement une entraide entre personnes autistes, c'est-à-dire qu'une personne qui a traversé une certaine épreuve va être à même de conseiller une autre personne qui a besoin d'être soutenue. Dans mon cas, ça pourrait être aider un étudiant ou une étudiante à trouver un stage de traduction ou un emploi en expliquant son expérience, les difficultés et stratégies qu'on a rencontrées pour le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche. Non seulement parce qu'il est difficile pour une personne autiste de se mettre en valeur par trop de franchise et de transparence. Ça peut être aussi bien un défaut qu'une qualité en société, j'en conviens, mais aussi parce que la traduction est un métier de plus en plus mal connu en entreprise, parce qu'on embauche peu de traducteurs en entreprise. 80% des traducteurs français sont à leur compte. Pourtant, moi, je travaille en entreprise, j'ai peut-être eu autant de chance que de volonté pour l'avoir, mais bon. Mais dans peer-émulation, même si c'est un équivalent en discours de peer counseling, n'y a-t-il pas quelque chose en plus dans la formation du mot, dans émulation, contrairement à counseling ou support, ça dépend, il y a une idée de dépassement de soi, voire des autres, au fur et à mesure que l'on avance. Et oui, parce qu'on est dans une société où il faut constamment se battre, se renseigner, trouver sa place et ne pas abandonner.
Donc cela peut très bien se comprendre si le groupement français des personnes handicapées, qui a organisé un colloque sur la pérémulation dans les années 90, a préféré créer le mot pérémulation plutôt que de traduire mot à mot conseil ou entraide entre pairs. Donc si la signification est la même puisque ça fait référence à une même pratique en société, et ben finalement le sens n'est pas réellement le même puisque dans la formation du mot, il y a quelque chose en plus. Autre terme, voilà, donc citations à l'appui, comme ça vous pourrez toujours les consulter à titre d'exemple. Le père émulateur possède un vécu, une expertise de la vie autonome, avec une déficience et une capacité à faire preuve de recul. Et puis une définition à l'échelle européenne, la pérémulation a pour but de favoriser une prise de conscience. Donc des définitions qui collent parfaitement avec la formation du mot qui a été importé, pour ainsi dire. Autre terme qui m'a paru intraduisible, self-advocacy, que l'on aurait tendance à traduire quasi mot à mot par autosupport chez les Québécois ou défense de ses propres intérêts. Néanmoins, ça fait un peu mot à rallonge, pour ainsi dire, mais on ne pense pas forcément à des termes comme autodétermination ou autoreprésentation selon que l'on veut être maître de sa propre existence ou que, en tant qu'individu ou même personne, ce serait plus correct, ou que l'on veut se représenter en tant que groupe à part entière. Dans détermination, il y a le fait de fixer par soi-même ses choix, ses actes, et dans représentation, rendre quelque chose présent à quelqu'un, action, fait de rendre présent par son existence. Ce qui semble tout à fait logique avec advocacy, the act of speaking on behalf of or in support of another person. Et dans self, bien sûr, c'est la défense de soi-même, d'où détermination et représentation. J'ai mis à titre d'exemple un schéma qui parle de l'autodétermination avec l'autonomie sociale, comportementale, enfin bref. Parce qu'il faut bien aussi, en tant que traducteur, faire une recherche documentaire pour justifier ses choix traductologiques. Ouais. Là, pour le coup, j'oppose la signification à la valeur. Ferdinand de Saussure a, à juste titre, fait cette distinction, puisque, encore une fois, la signification est la même, puisque cela fait écho à une même pratique sociale ou psychologique, mais dans advocacy, la valeur est plus grande que dans détermination ou représentation, parce que le mot advocacy regroupe beaucoup de choses, tandis que ses équivalents en français ne peuvent nommer qu'une seule chose à la fois, pour le dire de manière à ce que ça parle concrètement. Et encore une fois, des citations à l'appui, mais je vais avancer parce que je risque de m'étaler sinon. Autre problème de valeur, le mot empowerment. Il peut vouloir dire autodétermination pour généraliser, mais cela parle peu. Il peut vouloir dire émancipation dans un discours juridique, responsabilisation dans un discours psychologique, ou encore démarginalisation quand on parle d'économie. Mais des bases de données comme IATE à l'échelle européenne et UN-Term à l'échelle de l'ONU n'ont pas pensé à parler de l'autodétermination, alors qu'il suffirait de sonder le terrain pour voir que dans un congrès autour de l'autisme organisé il y a 2 mois, une intervenante a présenté l'empowerment des personnes autistes avec comme équivalent français qu'elle propose autodétermination, comme quoi les instances européennes ou internationales n'ont pas forcément fait une liste exhaustive et qu'il faut compléter avec le terrain. Là, pour le coup, maintenant, j'ai pensé à une traduction de discours
il y a peut-être un petit problème dans l'agencement de mon PowerPoint, mais bref. Euh, un discours de sensibilisation des entreprises avec justement la comparaison en anglais et en français, les personnes autistes ou avec autisme et autistic people ou people with autism. L'idée, c'est que dans personne en français, au singulier comme au pluriel, ça veut dire individu considéré en lui-même. Donc considéré dans sa ou leur singularité, dans leur parcours. Et donc au pluriel, pour moi, personne, c'est une somme d'individus qui avancent chacun à leur manière. Tandis que l'anglais people, comme pluriel de person, ça donne une idée de collectif, de communauté. L'équivalent parfait sur le plan sémantique, ce serait les gens. Sauf que dans le discours en langue française, on ne dit pas les gens autistes, mais les personnes autistes. Et comme au final, deux autistes ne vivent pas leur autisme de la même manière, la National Autistic Society, association britannique qui a écrit ce discours, et Autisme France et Randstad qui ont traduit, ont visiblement bien pensé à modaliser leur discours en évitant le présent de vérité générale pour éviter de surgénéraliser, et ont préféré des auxiliaires modaux comme can, may, might ou des locutions telles que tend to, can, tend to, may, often, des adverbes comme often justement, traduits par les personnes autistes trouvent souvent une grande satisfaction à, ont tendance à, sont souvent ponctuelles, droites et honnêtes, au lieu de dire sont ponctuelles, sont très consciencieuses. Parce que finalement, le jour où une personne autiste dans une entreprise ne va plus arriver à se concentrer dans son travail pour des raisons qui lui sont personnelles, qu'est-ce qu'on fait ? On perd toute crédibilité après avoir vendu du rêve. C'est une remarque qui m'a été faite à Paris Diderot et que j'ai trouvée très pertinente d'ailleurs. Autre chose que je fais justement dans mon travail, c'est de la sémantique interprétative. François Rastier est en quelque sorte devenu ma Bible en la matière. Impliqué, méticuleux, étant des sèmes afférents en cotexte, pour ne pas dire inhérents, qui sont propres aux mots dans leur définition. Et puis constamment reformulés à la lecture comme talent, valeur ajoutée. Autre chose qui m'a intéressé dans l'étude du discours en lui-même, encore une fois pour de la traduction, c'est une sorte d'incompatibilité sémantique dans l'idée qu'un enfant était autrefois autiste et ne l'est plus. Le problème, c'est que selon la dernière définition en date de l'autisme, on est autiste toute sa vie. On est autiste, on ne le devient pas et on n'en guérit pas. C'est vraiment de la naissance à la mort. Mais pourtant, si le parent, le papa ou la maman qui a écrit ça ou fait savoir ça à la journaliste a écrit cette idée-là, c'est qu'elle a forcément voulu dire quelque chose. En fait, ce que veut un parent, c'est que son enfant soit intégré. C'est on ne peut plus normal dans l'éducation d'un enfant. Alors, toujours avec la sémantique interprétative, il convient de faire de la réécriture. Autiste signifierait donc, dans ces cas-là, solitaire, exclu. Les parents d'Axel ignoraient s'ils pourraient un jour faire des phrases entières, ils doutaient encore moins qu'il pourrait un jour plaisanter avec une personne étrangère à sa famille. Son autisme, pensait-il, le privait d'un tel avenir. Donc, en tant que linguiste, dirais-je, si l'on ne regarde pas le cotexte, à savoir les mots autour des termes qui sont employés, on passe à côté d'un sens social très riche, qui est très compréhensible et qui permet de prendre du recul. Je reviens maintenant avec les définitions historiques de l'autisme, pour le coup allemand-français. Donc la première définition clinique remontant à 1911, celle du psychiatre suisse Eugen Bleuler. Il aura fallu attendre plus de 80 ans pour qu'elle soit traduite en français.
détachement de la réalité combiné à la prédominance relative ou absolue de la vie intérieure, parce que c'était à l'époque défini comme un symptôme de la schizophrénie. Oui, c'est à l'époque. Et puis, avant la traduction française et 30 ans après la parution du texte de Bleuler, ça a été contredit alors que le schizophrène essaye de résoudre son problème en quittant un monde dont il faisait partie. Nos enfants, donc les enfants autistes, arrivent progressivement au compromis qui consiste à tâter prudemment un monde auquel ils ont été étrangers dès le début. Comme quoi la société évolue et les concepts aussi. Il en va de même pour la thèse d'habilitation de Hans Asperger, auquel une majorité de une partie des personnes autistes doit le nom de leur diagnostic, syndrome d'Asperger, et donc sur l'intelligence autistique. Donc un trait spécial, à titre d'exemple, une maturité précoce de la compréhension de l'art, comme quoi la traduction, c'est en quelque sorte un travail révélateur. Là aussi, il aura fallu attendre les années 90, 98 pour être exact, année de la parution du concept de neurodiversité. Donc artiste, précoce, réécrit comme sensible. Bon, je vais essayer d'aller très vite. Et puis en préface, ça a été confirmé, information contemporaine sur la réévaluation des concepts de l'autisme, en tenant compte du mouvement international quand même, qui a débuté dans les années 80 outre-Atlantique. Ouais. J'avais aussi pensé à un discours de militant, donc précisément celui de Jim Sinclair, un précurseur en la matière, un militant américain. L'autisme, ce n'est pas une coquille vide. La première chose à laquelle pensent les parents, c'est que leur enfant n'est pas normal, et tout. Enfin bref. Bon, je vais tenter d'accélérer parce que visiblement le temps tourne. Donc comme je disais, personne autiste, personne avec autisme comparé à autistic people ou people with autism. L'idée de communauté en langue anglaise, l'idée de singularité en langue française, et puis en langue allemande, l'allemand est aussi une de mes langues de travail, autistischer Mensch ou autistische Menschen en allemand. Der Mensch, c'est l'être humain, sous-entendu dans sa faculté de penser, de juger. Donc en quelque sorte, 3 langues, donc 3 équivalents en discours, mais aussi 3 regards différents sur l'autisme en tant qu'objet pluriel finalement, parce qu'il y a plusieurs facettes et pas qu'une seule. Ouais, le nom étant un descripteur, si l'on disait juste l'autiste ou un autiste, on définit d'emblée la personne par son autisme. Si l'on choisit plutôt le descripteur personne, on essaie de faire passer la personne avant tout, et là l'adjectif autiste n'est là qu'un classifieur. Tandis que avec autisme, ça agirait comme un modifieur, la préposition avec. Ça laisserait plus entendre que 2 autistes ne sont pas pareils, tandis que personne autiste laisse à penser qu'il y a du communautarisme là-dedans. Revendication identitaire oblige. Et oui, idem pour personnes handicapées et personnes en situation de handicap. J'ai laissé là un modèle qui remonte aux années 80, un modèle de l'OMS. Et situation de handicap parce que la personne fait face à des obstacles au quotidien. Alors qu'on ne pourrait pas dire personne en situation d'autisme. Incompatibilité sémantique parce que l'autisme est une condition, pas une situation temporaire. Comme quoi on ne peut pas forcer les ressources linguistiques pour politiquement correct. Des fois, ça peut aller trop loin. La neurodiversité en tant que praxème, normalement, ça devrait être compris comme un phénomène social désignant la coexistence de modes de fonctionnement différents dans le cerveau. Sauf qu'en discours, il est plus indiqué comme étant un mouvement. The neurodiversity movement was developed in the 1990s. One aspect of the neurodiversity claim is that autism is a natural variation among humans.
Mais oui, il y a claim qui désigne d'emblée le mouvement, et pourtant variation among humans. Oui. On peut même parler d'une culture. Les promoteurs de la neurodiversité font souvent et activement abstraction des connaissances médicales, etc., etc. Il y a toute une prise de recul à avoir et ça, c'est finalement compliqué. Bon, je vais terminer assez vite. Ah ben oui, j'avais mis aussi des exemples de corpus. Ce ne sont que des premières analyses, mais vous les lirez chez vous si le cœur vous en dit. À la formule autiste égale bizarre, people égale communautarisme, disability peut faire penser à un spectre de la normalité sur fond de modernisme. Donc je cite là Judy Singer qui a inventé le concept de neurodiversité et qui donne une vision assez particulière justement de la personne. A locus of the historical forces of ethnicity, class, disability and gender, of course, a partial self always in the act of inventing itself. C'est-à-dire au final prise entre un nous collectif et socio-historique. Tous les discours de l'humanité sont renfermés dans l'existence humaine dans toute sa splendeur, et puis un moi qui évolue constamment, qui ne cesse de se réinventer, si j'ose traduire avec mes propres mots. Des mots présentant donc finalement une dimension figée, comme l'a écrit Alice Krieg-Planck au sujet de la formule en analyse du discours. Entre autres choses, j'aurais pu citer Dominique Minguenot avec son exemple du mot diversité, censé être porteur de valeurs positives. Alice Krieg-Planck a aussi donné l'exemple de développement durable, enfin la liste n'est pas exhaustive. J'ai laissé donc quelques citations qui sont censées faire réfléchir. Un mot quelconque peut toujours évoquer tout ce qui est susceptible de lui être associé. Donc on va finalement préférer neurodiversité à diversité humaine pour éviter la mauvaise connotation de neurodiversité. C'est ça la magie des rapports syntagmatiques et paradigmatiques décrits par Saussure, comme quoi la langue parle d'elle-même au fil des discours et on peut l'adapter en permanence, un véritable juste milieu. Et si je peux me permettre, pour conclure maintenant que c'est terminé, ma recommandation découlant de mon observation en tant que linguiste serait de laisser s'exprimer la pluralité des personnes tout en nommant un groupe social unifié par des traits qui les rassemblent. Merci de votre attention. Merci, donc on va prendre juste 2-3 minutes pour les questions. Bien sûr, après, autour d'un café, c'est faisable, je suis toute oui. Oui, moi je voulais vous remercier en fait pour votre travail que je trouve vraiment salutaire, de redonner justement toute cette, de rendre compte de cette richesse lexicale, et je pense que salutaire aussi dans le sens où le terme d'autisme et d'autiste est utilisé comme un disqualifiant. Je pense notamment au discours de François Fillon au moment des présidentielles par rapport à quand il était empêtré dans cette affaire. L'affaire du Penelope Gate, je me souviens. Je ne suis pas autiste, a-t-il dit 3 fois au journal de 20 heures. 3 fois répété au journal de France 2, donc je pense notamment à ça. On parlait aussi d'implication, d'engagement, et je pense aussi que votre travail peut contribuer à faire reconnaître cette problématique, notamment en France, où la problématique du diagnostic, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui passent sous les radars des diagnostics qui se passent donc dans les CRA, dans les centres régionaux autisme, pour connaître un peu ce sujet. Et ce que je voulais, alors après, c'est une piste de travail peut-être ultérieure, mais justement dans cette notion d'aide mutuelle entre personnes autistes, pour avec un retour d'expérience pour s'aider mutuellement, ce qui pourrait être intéressant peut-être par la suite d'aller collecter du corpus, notamment dans les cafés Aspi, donc pour les personnes Asperger qui ont lieu dans de nombreuses villes en France. Et également aussi sur les forums où on observe une grande créativité, diversité lexicale, donc avec des termes comme zèbre, aspi, où les personnes vont chercher à se renommer, à trouver le terme qui pourrait leur correspondre le mieux. Il y a du débat aussi autour de ça. Enfin, oui, c'est pas une question
simple, mais voilà, en tout cas, merci pour ce travail que j'ai trouvé vraiment enrichissant. Je vous en prie. Et c'est finalement cette diversité lexicale dans laquelle, certes, on risque de s'y perdre, qui est finalement garante de l'absence d'idéologie, comme en parlait Hugo Dumoulin à juste titre. Quand on regroupe les discours individuels émanant de divers acteurs impliqués dans la cause, finalement, on retrouve des formulations différentes et même des propos différents qui invitent le lecteur à une prise de recul. Là, je m'affirme finalement aujourd'hui comme un analyste du discours à la française. Je ne fais pas de CDA. Ou exemple de prise de recul sur les acteurs en tant que système ou en tant que personne, dire que la France a 50 ans de retard dans la prise en charge de l'autisme, c'est faire écho aux actions d'un système. Un pays, une entité abstraite, et la prise en charge de l'autisme sous-entend l'autisme comme condition de 700 000 personnes dans le pays. C'est vaste. Alors que si l'on entre dans un témoignage plus concret, celui au sujet d'un enfant par exemple, Evan, 9 ans, sait à présent parler, écrire, lire, compter. Donc il s'agit d'une personne. Et puis lire, parler, écrire, compter, ce sont des actes concrets. Donc on n'est pas dans le même discours selon que l'on parle d'un système ou d'une personne. Et quand on y pense, le système, il donne les moyens aux personnes de faire des actions inclusives. Ce sont des personnes qui montent une entreprise, qui ouvrent une école, et ce n'est pas le système qui le fait. Il donne les moyens aux personnes, mais il ne le fait pas. Il faut constamment mobiliser des connaissances logiques et des connaissances extérieures. Umberto Eco a à juste titre écrit sur la coopération textuelle entre l'auteur et le lecteur. Et je trouve, en tant qu'observateur du discours de sensibilisation à l'autisme, qu'on manque cruellement de recul sur le sujet. On se plaint qu'un livre ou un film autour de l'autisme ne soit pas représentatif de tout le spectre. On crache sur une histoire parce qu'il est soit pro-institution ou plus du côté des éducateurs que des personnes. Exemple hors norme qui est sorti il y a 3 semaines, ou, etc., etc. Sauf qu'un film ou un livre ne peut pas représenter toutes les facettes de l'autisme, aussi complexe soit-il, dans une seule synopsis. Non, il faut croiser les connaissances et c'est nous qui sommes responsables pour le coût de l'interprétation que l'on en donne. Le lecteur a sa part de responsabilité dans l'interprétation d'une histoire en mobilisant ses propres connaissances, en prenant la peine de décrypter le message que l'auteur a pris la peine de structurer. Tout simplement, c'est ça la communication, ça doit aller dans les deux sens. Si l'on ne fait pas la moitié du chemin avec moi, je ne la ferai pas. Si je ne la fais pas, l'autre ne la fera pas non plus. Merci. Y a-t-il une autre question ? Oui. Merci pour votre présentation. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque en guise de remerciement pour le côté linguistique et l'analyse de la traduction. Je trouve que ce que vous avez fait, les quelques exemples que vous nous avez donnés sur la traduction, People with Autism, et le regard que vous avez porté sur le contexte, c'est une vraie plaidoirie pour la linguistique en général et pour la traduction en particulier. Et j'aurais aimé qu'on ait plus d'étudiants, notamment de licence, parce que ceux de master, ils sont grands et ils savent maintenant quels sont les enjeux en fait, d'une traduction. Le fait que choisir... même si c'est fin, en fait, choisir gens à la place de personnes, ça a un impact. Peut-être que ça n'a pas un impact extraordinaire dans nos textes littéraires ou journalistiques, mais quand on parle de situations concrètes, comme ce que vous nous avez présenté, ça a un impact. Donc, ce n'est pas anodin et le contexte aussi joue un rôle essentiel.
Merci. Merci pour votre retour. Cela me va droit au cœur en tant qu'intervenant. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la troisième présentation.